Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée aux possessions de Loudun. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté dans le premier épisode, donc si c'est pas encore fait, je vous recommande fortement d'aller le visionner. Il s'affiche quelque part là-haut dans les fiches, voilà, je ne sais jamais de quel côté. Voilà. Donc Grandier vient d'être désigné coupable par Jeanne des Anges et il demande un examen afin de vérifier si cette possession est bien réelle. Les 25 et 26 novembre, des médecins et des théologiens, accompagnés du bailli Guillaume de Cerisay, examinent les possédés. Et oui, vous avez bien entendu, les possédés, puisqu'elles sont plusieurs à présent. Depuis le premier exorcisme, 4 sœurs se sont dites à leur tour habitées par des démons. Et justement, ça tombe bien, les juges ont plusieurs moyens de vérifier ça. Enfin, selon les croyances de l'époque, bien sûr. Par exemple, ils interrogent les sœurs en utilisant diverses langues. Puisque les diables sont censés maîtriser tous les langages, les sœurs doivent être capables de répondre, du moins si elles sont véritablement possédées. Bref, au terme d'un interrogatoire, le verdict tombe. C'est une supercherie. Les religieuses ne savent parler que latin, et même pas très bien en plus. En outre, elles se trompent quand on leur demande de deviner où se trouve l'accusé au même moment. Bref, Urbain Grandier est innocenté. Pourtant, l'affaire ne va pas s'arrêter là, puisqu'un protagoniste capital va intervenir. Et ce protagoniste, c'est Laubardemont. Souvenez-vous, Laubardemont est le conseiller d'État dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, le chasseur de sorcières fanatique. En 1631, il a été envoyé à Loudun pour en détruire les fortifications, ce qui n'est toujours pas fait à cause de la résistance des protestants. En outre, je vous rappelle qu'il connaît Pierre Barret, l'un de nos deux prêtres un peu louches, puisqu'il l'a soutenu dans une précédente affaire de possession. Le truc, c'est que Laubardemont a de la famille chez les Ursulines, en l'occurrence ses 2 belles-sœurs qui, manque de bol, se déclarent possédées. Ça se passe pendant l'été 1633, et malheureusement pour Grandier, ça marque un nouveau tournant dans l'affaire. Laubardemont a en effet toutes les raisons d'agir. D'une part, sa famille est touchée, d'autre part, il s'est toujours montré impitoyable dans les affaires de sorcellerie, et en plus, Urbain Grandier est depuis quelque temps le porte-parole du duc d'Armagnac, qui est un grand défenseur du donjon et des fortifications de la ville. Ainsi, Laubardemont rouvre l'affaire de possession. Et là, on peut se poser une question essentielle. Est-ce que Laubardemont est vraiment convaincu que Grandier est un sorcier, ce qui est tout à fait possible avec les croyances de l'époque, ou est-ce qu'au contraire, c'est purement politique? Malheureusement, nous n'aurons jamais la réponse. Pour ma part, je pense qu'il croyait effectivement à la réalité des possessions et des actes de sorcellerie. Mais ça n'empêche qu'il était parfaitement conscient que la mort de Grandier lui serait utile sur le plan politique. Et en outre, convaincu ou pas, ces actes pour prouver la culpabilité du prêtre seront loin d'être pardonnables. Vous allez voir. Le 30 novembre 1633, au cours d'un conseil d'État en compagnie du roi et de Richelieu, Laubardemont obtient l'ordre d'arrestation d'Urbain Grandier. Celui-ci sera emprisonné à Angers à compter du 7 décembre. Dès lors s'ouvre une enquête de 8 mois, dont je vais tenter de résumer les faits les plus marquants. Premièrement, Laubardemont fait fouiller le domicile de l'accusé. On y découvre un manuscrit fort compromettant. Il s'agit, sur plusieurs pages, d'une fervente critique du célibat des prêtres. Bref, un élément qui ne concerne pas directement l'affaire, mais qui n'arrange rien. D'après Laubardemont, un autre texte aurait été trouvé chez Grandier, un exemplaire de la lettre de la Cordonnière. La lettre de la Cordonnière fait 29 pages et a été publiée en 1627. Il s'agit d'un pamphlet contre Richelieu, sous la forme d'une lettre signée Catherine d'Amour. Laubardemont accuse Urbain Grandier d'en être l'auteur, mais ce dernier nie, alors qu'il avoue avoir écrit le manuscrit contre le célibat des prêtres. Il est donc possible que cette preuve soit truquée. Et ce serait loin d'être la seule, puisque le 29 avril 1634, Jeanne des Anges remet au juge le contrat passé entre Urbain Grandier et le démon Asmodée. Et ouais, un véritable pacte avec le diable, soi-disant signé par le prêtre. Et pendant tout ce temps, la famille de l'accusé ne reste pas inactive. Sa mère notamment, Jeannette Yèvre, rédige 5 requêtes contre Laubardemont, affirmant qu'il oriente les déclarations et écarte les témoignages favorables à son fils. Et effectivement, dès cette époque, on a pas mal de gens qui se montrent sceptiques par rapport aux possessions, notamment certains des médecins qui ont inspecté les possédés. C'est dire. Malgré ça, Laubardemont n'en démord pas. En juillet 1634, il punit de 10 000 livres d'amende et de châtiment corporel toute personne coupable de médire sur les possessions. C'est alors que débute la phase finale de l'instruction. Le sort d'Urbain Grandier est sur le point d'être scellé. C'est l'évêque de Poitiers qui, le 10 août 1634, offre à Laubardemont la reconnaissance officielle des possessions.
Au passage, je signale que cet évêque est un parent de la femme de Laubardemont, donc il n'est pas forcément très neutre. Bref, ça passe quand même, et le procès peut commencer. Mais avant, un mot sur les Ursulines. Et oui, ce sont quand même les principales actrices de l'affaire, alors ne les oublions pas. Sachez que pendant tout le temps de l'enquête, les exorcismes continuent. Même si les prêtres Barret et Mignon ne sont plus autorisés à les pratiquer eux-mêmes, suite à leur erreur en 1632, ils demeurent très présents auprès des possédés. Les exorcismes sont bien souvent publics, ce qui attire les foules. Et il faut imaginer des spectacles assez macabres puisque, au-delà des cris et des contorsions des religieuses, les exorcistes leur infligent certaines tortures physiques qui sont censées les purifier. Ouais. Jeanne des Anges témoignera qu'elle et les autres sœurs utilisaient des onguents et des drogues pendant toute la durée des possessions, justement pour supporter ces souffrances. Tout cela pousse à s'interroger sur leur état physique et mental. Sachez par exemple qu'au cours des exorcismes, plusieurs religieuses avoueront ne plus savoir si elles sont véritablement possédées ou si elles croient seulement l'être parce que les religieux qui les entourent les en persuadent. Autre fait intéressant, avant le procès, 3 possédés, dont Jeanne des Anges, se rétracteront et affirmeront à Laubardemont avoir accusé un innocent. Mais évidemment, ce dernier n'en tiendra pas compte. Quoi qu'il en soit, ces informations nous aident à mieux cerner la psychologie des possédés. Un sujet très complexe puisque certaines d'entre elles ne sont pas tout à fait innocentes à la base. Et pour comprendre ça, il faut revenir au commencement de l'affaire. Vous vous souvenez, cette histoire de fantôme? C'était en 1631. Le confesseur venait de mourir, et aussitôt des bruits étranges s'étaient mis à perturber le couvent la nuit. Le bâtiment était alors occupé par la quinzaine d'Ursulines, mais également des pensionnaires. Parmi ces pensionnaires, la jeune Marie Aubin, 16 ans au moment des faits. Marie porte alors un lourd secret qu'elle n'avouera que quelques années plus tard, en 1636. Un secret qui lui a été confié par certaines des plus jeunes religieuses. Elles lui ont en effet révélé que l'histoire de fantômes n'est qu'une farce organisée par leurs soins. En effet, ce sont elles qui se lèvent la nuit pour produire des bruits étranges et qui vont même jusqu'à arpenter les toits pour faire irruption aux fenêtres. Bien entendu, les pensionnaires et les autres sœurs ne sont pas au courant et sont totalement terrifiés. Alors, quelle religieuse précisément était complice? Malheureusement, on ne sait pas. Évidemment, il est peu probable que Jeanne des Anges, en tant que supérieure, en fasse partie. Mais on peut quand même se poser des questions. Lors des soi-disant phénomènes paranormaux, a-t-elle compris que c'était un canular? A-t-elle été mise au courant par une surprise de remords, par exemple? Ou au contraire, a-t-elle été crédule et terrifiée par l'affaire? Par la suite, la question peut se formuler beaucoup plus simplement. Se croit-elle réellement possédée? Ou joue-t-elle la comédie? On ne connaîtra jamais la réponse, mais on peut au moins énumérer les différentes possibilités, ce qui nous aidera à y voir plus clair. Hypothèse numéro 1, il est possible que Jeanne des Anges ait menti. Je m'explique. Imaginez qu'elle ait passé un accord avec les prêtres Barret et Mignon et accepté de se faire passer pour possédée. Cela dans le seul but d'évincer Urbain Grandier. Comme on le verra dans la suite de l'épisode, elle avait tout à y gagner. Dans cette hypothèse, Jeanne des Anges est donc une complotrice à part entière, ayant exploité les rumeurs de fantômes à des fins personnelles. Hypothèse numéro 2. Il est tout aussi possible que Jeanne se soit réellement crue possédée et qu'elle ait été une victime instrumentalisée. Dans ce cas, c'est son confesseur, Mignon, qui l'aurait manipulée. Il lui aurait fait croire à l'œuvre d'un sorcier et l'aurait aiguillé sur Urbain Grandier. Pourquoi? Parce que c'était un bon moyen pour lui de se débarrasser de son concurrent de toujours, sans se salir les mains. Bref, qu'elle ait joué la comédie ou pas, son mal a fini par se répandre auprès des autres sœurs, sans doute par un phénomène d'autosuggestion ou de mimétisme hiérarchique. On peut rapprocher cela d'une hystérie collective, phénomène dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'épidémie de danse à Strasbourg. Pour résumer, il ne faut pas sous-estimer la puissance de notre mental. Quelqu'un qui croit au phénomène de possession, et qui baigne dans une telle atmosphère, peut tout à fait s'auto-persuader être possédé et en subir les symptômes. C'est assez fou, c'est assez flippant, mais ça marche comme ça. Quoi qu'il en soit, retenez que l'état psychique et les motivations des religieuses demeurent et demeureront ambigus. D'ailleurs, certaines possédées comme Claire de Sazy ou Elisabeth Blanchard feront des aveux sur la fausseté de leur état psychologique et corporel. Elles avoueront que leur état de possession était faux. Malheureusement, ces doutes et ces incohérences n'empêcheront pas le procès, qui se déroulera pendant 3 jours. Ainsi, il y a plusieurs preuves contre Grandier. Un avocat dit l'avoir vu en train de lire un traité d'alchimie, donc une lecture démoniaque. Plusieurs paroissiennes se déclarent attirées sexuellement par lui. Voilà. Et idem pour les possédés. Une dernière preuve, dite extraordinaire, est présentée. Il s'agit de la découverte de plusieurs stigmadiabolies sur le corps du prêtre.
Si vous faites partie des anciens et que vous avez vu ma toute première vidéo, où je vous présente mon polar médiéval, vous savez de quoi je parle. En latin, stigma diaboli signifie marque ou signe du diable, puisqu'on pensait que le malin marquait ses sujets d'un signe sur la peau, un petit peu comme un berger qui marquerait son troupeau. Alors ce signe peut être une tache de naissance, un grain de beauté, voire même une zone d'insensibilité à la douleur. Le test qui accable Grandier a été pratiqué le 28 avril par un chirurgien de la ville, Monory. Son verdict est formel. L'accusé aurait hurlé de douleur pendant toute la séance, sauf au moment où il plantait son instrument dans les zones désignées par Jeanne des Anges. Grandier, quant à lui, proteste et crie à l'imposture. En effet, le chirurgien aurait appliqué ses outils partout, sauf à ces endroits précis. Au-delà de ça, ce sont surtout deux preuves informelles qui vont jouer contre Grandier. D'une part, le manuscrit contre le célibat des prêtres, et d'autre part, le contrat qu'il aurait passé avec le démon Asmodée. Grandier est ainsi condamné à être brûlé vif, avec les pactes diaboliques et son traité contre le célibat. Il est rasé de la tête aux pieds, comme le veut la procédure. On lui propose de confesser ses crimes, mais il refuse. Dès lors, Laubardemont lui fera subir plusieurs heures de torture, afin de lui soutirer les noms d'éventuels complices diaboliques. Le supplice est aussi simple que cruel. Les jambes de Grandier sont comprimées entre des planches de bois, jusqu'à ce que ses os éclatent. Mais le prêtre reste muet. Il est ensuite placé dans un tombereau, donc une sorte de petit chariot, et conduit à travers la ville. Là encore, il refuse de reconnaître les torts qui lui sont imputés. Il sera finalement brûlé, place Sainte-Croix. Et contrairement à la loi, qui veut que le condamné soit étranglé avant d'être brûlé, Urbain Grandier mourra brûlé vif. Malgré sa mort, les possessions vont se poursuivre pendant plusieurs années encore, et même si l'affaire approche de son dénouement, elle n'en est pas à ses derniers rebondissements. Suite et fin de cette histoire dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous envoie plein de bonnes ondes. Gros poutou. Ciao.